C'est un livre qui est disponible au Seuil et que vous pouvez donc vous procurer ici. On va continuer avec l'école justement, puisque on en parlait à l'instant, mais une école qu'on va voir aujourd'hui en film, c'est grâce à Alexandre Castagnetti, accompagné de Frédéric Tadei, de Jean-Christophe Poli et de Cécile Morzadec, dans un débat animé par l'experte École de France Culture, j'ai nommé Louise Touré. À tout à l'heure, Louise. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là. On va tous s'asseoir gentiment avec nos micros dans la main. Je crois qu'il y a des élèves dans cette salle et on est ravis de vous accueillir au Studio 104 pour cette discussion autour d'un film et autour d'un sujet qui est « L'école est à nous ». Je suis particulièrement heureuse de parler de pédagogie dans le cadre de « Et maintenant », parce que la pédagogie peut tout changer. On peut rendre les apprentissages plus enthousiasmants, plus collectifs, plus en prise avec le monde d'aujourd'hui. On dit souvent que la pédagogie, c'est un art. Et j'aimerais qu'on se demande aujourd'hui si la pédagogie peut être un art de la joie. Alors, je vais présenter sans plus tarder les participants à ce grand moment sur l'école. Alexandre Castagnetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur du film dont on va parler, L'école est à nous. On va assez rapidement voir des extraits. À vos côtés, François Tadei, bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur du Learning Planet Institute. J'espère que je l'ai bien prononcé. On va parler avec vous de pédagogie collaborative et aussi d'interdisciplinarité. À vos côtés, deux enseignants. Cécile Morzadec, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'espagnol au lycée. Et Jean-Christophe Poli, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire géo au lycée Lamartine. Est-ce qu'on peut avoir des applaudissements ? Parce qu'on n'a pas tous les jours l'occasion de se faire applaudir par ses élèves. Alors, un mot sur le film, Alexandre Castagnetti. Qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser un film qui parle non seulement de l'école et de ce qui s'y passe, il y a pas mal de films sur la question, mais encore plus précisément sur la pédagogie, la manière dont on apprend et peut-être aussi dont on peut apprendre autrement. Ce film il est parti d'une discussion avec Brigitte Maccioni, qui est la présidente du GC, où on se posait des questions sur l'éducation, qui était un sujet qui nous passionnait. Brigitte connaissait bien François aussi, et puis on s'est dit, est-ce qu'un film peut faire avancer un peu le débat, faire bouger un peu les choses? Il y avait un petit défi qu'on s'est mis derrière tout ça. Et moi, je suis père de deux ados qui ont 12 et 15 ans, et j'ai une famille d'enseignants. Ma mère est enseignante, j'ai des oncles et tantes enseignants, principaux, proviseurs. Mais quand mes enfants reviennent un peu angoissés ou parfois en souffrance, ou très souvent ennuyés, je me demande maintenant ce qu'il faut que je leur dise. Et donc ce film, pour moi, c'était l'occasion de réfléchir à cette question en revenant vraiment à la question de base, c'est qu'est-ce qu'on attend de l'école et comment mes enfants comment ils pourraient prendre plaisir à apprendre quelque chose, comment ils pourraient prendre plaisir à y aller, à trouver des voies, à trouver confiance, à trouver un sens, voilà. Donc je suis parti d'une question et puis je me suis un petit peu documenté aussi via toutes les infos que François m'a données et puis pas mal de témoignages et pas mal de rencontres. Voilà. Vous nous dites un mot sur l'histoire du film ? Oui, l'histoire, pour aller très vite, ça se passe dans un collège. Il y a une prof de maths un peu spéciale qui arrive dans ce collège et elle va profiter d'une grève générale pour proposer une expérience un peu inédite d'enseignement à un petit groupe d'élèves d'âges différents. Voilà. Et cette expérience va bouleverser la vie des uns et des autres et la vie du collège. La vie des élèves très profondément. François Tadei, fictionné sur la pédagogie, c'est assez original. J'imagine que vous êtes heureux de voir ce film arriver sur les écrans. Je suis très heureux et très ému parce que le film est drôle et émouvant. Ne pas pleurer à la fin du film, il faut être super fort sans vouloir spoiler. J'avoue.
Et donc, je pense que félicitations à Alexandre et à toute l'équipe, en particulier aux jeunes, qui sont des acteurs hallucinants. J'ai eu le bonheur de les rencontrer et d'avoir été particulièrement impressionné. Et ce qui est intéressant, c'est que le processus de transformation qui est raconté dans le film, en fait, ces élèves qui sont devenus des acteurs l'ont connu aussi. Et donc, c'est très intéressant de voir cet effet. En plus, ces jeunes, quand on leur demande est-ce que vous aimeriez avoir ce genre d'école, ils sont très enthousiastes et unanimes. Et c'est intéressant de voir aussi comment d'autres élèves le reçoivent, ou d'anciens élèves, que nous sommes tous, chez les adultes, et de voir les retours des publics, des différentes générations, et les débats que ça suscite. Je trouve que c'est très intéressant parce qu'on est censé avoir un débat politique sur l'avenir de l'école, mais on voit bien que quand il est jupitérien et très descendant, ça fonctionne moyennement. J'espère que ce film pourra contribuer à sa manière pour que le débat sur l'école soit à nous. Et donc le débat sur l'école est à nous. Je pense que c'est une manière de le faire, et j'espère que ce film suscitera bien des débats et qu'il sera éventuellement projeté non seulement dans des cinémas mais aussi dans des établissements pour susciter au moins une réflexion et puis peut-être des transformations qui pourraient être souhaitées par l'ensemble des acteurs idéalement. Un objet de discussion d'ailleurs aux élèves, et pas seulement aux élèves qui sont présents là. On va faire tourner un micro dans la salle à la fin, et si vous avez des questions, manifestez-vous, levez la main comme en classe, on vous verra et on vous tendra ce micro pour vous écouter. C'est aussi important pour nous. Alors vous le savez ou vous le savez peut-être pas, mais moi je le sais bien parce que j'ai répondu à ce questionnaire. Il y a un questionnaire pour le festival Et Maintenant qui est extrêmement intéressant. Et dans ce questionnaire, il y avait une question sur quoi l'État devait mettre la priorité, le paquet. C'est la formulation de la question. La réponse qui vient en premier chez les répondants, c'est l'écologie, à 38%, mais la deuxième, c'est le système éducatif, 33%, assez loin devant la santé, 18%. Ça m'a beaucoup intéressé, cette réponse. Qu'est-ce que ça vous évoque, Cécile Morzadek ? Effectivement, le système éducatif, je pense qu'on peut dire qu'il va mal. Et ça ne m'étonne pas du tout en fait que les jeunes puissent considérer qu'il faut changer quelque chose à l'école, parce que c'est vrai que je partage le constat que le réalisateur fait. Moi aussi, j'ai des enfants qui parfois rentrent de l'école en étant un peu, peut-être pas désespérés, mais qui se sont ennuyés. Et moi-même, je le constate aussi parfois dans mes propres classes. En fait, on a des programmes très lourds et effectivement, parfois, les élèves s'ennuient. C'est un constat qu'on fait. Et donc ça ne m'étonne pas du tout. Et en fait, je pense que si l'école va mal, c'est aussi peut-être parce que en fait, les enseignants sont maltraités par ce système, une sorte de grande machine qui nous broie un petit peu tous. Et puis si les enseignants sont en souffrance, eh bien, leurs pratiques font que, comme ils sont même en souffrance, eh bien, leurs élèves souffrent par ricochet, parce que finalement ce qu'on met en place dans nos classes ne nous satisfait pas. Et je pense effectivement que le système éducatif va mal. Moi, je me suis beaucoup reconnue dans le personnage de l'enseignante de mathématiques. J'ai aussi versé ma petite larme à la fin, et j'avais le sentiment en fait de m'identifier complètement à ce personnage qui est complètement pris en étau entre des injonctions complètement contradictoires, entre les programmes qu'on lui impose, un système où on voit bien sur la fin qu'en fait elle est sanctionnée pour sa prise d'initiative, et d'un côté elle a des envies d'épanouissement pour ses élèves, de développer leur créativité, etc. Et je pense que c'est une sorte de tension permanente chez beaucoup d'enseignants qui nous animent vraiment tous. Voilà, être tout le temps comme ça, pris en étau entre deux pôles très très différents. Voilà. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez, Jean-Christophe Pauly ? Alors le résultat du sondage ne m'étonne pas du tout, puisqu'en fait ça correspond aux priorités de la nation. C'est quand même le premier budget. Le premier budget de l'État. Le premier budget de la nation, c'est l'éducation. Donc ça, c'est parfaitement en corrélation avec la réalité. Et c'est vrai qu'effectivement, entre les attentes légitimes des parents, des enseignants, des enfants, des élèves, il y a parfois un sentiment que le résultat n'est pas à la hauteur de l'effort que la nation consent et est prêt à s'engager. De toute façon, c'est la survie de notre société, et surtout avec les défis écologiques qui se profilent, il est encore plus nécessaire de former nos futures générations. Les former et les laisser aussi se former, parce qu'il y a tout un dilemme pédagogique autour de ce qu'on peut et doit apprendre ensemble
à l'école, apprendre ensemble, c'est assez important aussi dans le film. Je vous propose de regarder un extrait. C'est un moment très important du film. Il est assez tardif. Il représente bien la tension, puisqu'on en parlait, qui peut exister dans les établissements entre ceux qui ont des projets puis ceux qui doivent un peu maintenir le fil de ce qu'on demande à l'école. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous pouvez m'expliquer? C'est l'anarchie, c'est n'importe quoi. Moi, je me fais agresser par un jeune. Je suis désolée. Avec vous, c'est tout ou rien. Je vous croyais trop sévère et au final, vous transformez le collège en squat. Bientôt, vous allez les laisser fumer de l'herbe. Ils sont ici pour travailler, bon sang. Écoutez, c'est la grève, ils sont contents de venir, c'est bien, non? Bien sûr qu'ils sont contents, ils foutent rien, ils font ce qu'ils veulent. Oui, c'est un peu l'idée. Ils font ce qu'ils veulent et ils s'intéressent à ce qu'ils font. Et vous savez quoi? C'est la première fois en 10 ans que j'ai l'impression de faire vraiment mon travail. C'est pas vrai qu'ils font rien. Ils en ont appris plus sur eux-mêmes en 2 semaines de grève qu'en 3 ans de collège. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Castelli? Vous qui êtes le plus sage entre nous. J'en pense que ce matin, une jeune fille est venue me demander de lui conseiller un livre. J'en avais les larmes aux yeux. Ça faisait 25 ans que ça ne m'était pas arrivé. Oui, c'est très touchant, je vous le concède, mais toutes ces activités sont des activités de club, d'association. Vous êtes censé suivre un programme. Les autres élèves, ils ont des cours en ligne et pendant ce temps-là, ils avancent. Donc je suis désolé, mais à partir de demain, vous arrêtez les jeux et vous leur faites faire des exercices du programme. Mais il n'y a plus de programme pour eux, vous voyez pas ça? Ils y croient plus. Ils sont submergés d'infos, les influenceurs, les fake news, les menaces écologiques. Et nous, on passe notre temps à essayer de les garder assis sur une chaise et de leur rentrer des encyclopédies dans le crâne. C'est absurde. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on en fasse des glandeurs incultes? Très bel extrait de ce film. On voit aussi avec quelle intensité Sarah Succo interprète ce rôle d'enseignante, et puis Jean-Pierre Daroussin de principal, pas commode, mais qui essaye quand même aussi de ménager la chèvre et le chou. Elle prend cher, hein, l'école, dans le film, Alexandre Castagnetti. C'est pas l'école, c'est le système qui prend un peu cher, parce que moi je suis vraiment très solidaire des enseignants et des élèves évidemment, et donc ce qui prend cher, c'est effectivement ce carcan qui ne peut pas bouger et qui met tout le monde dans une situation d'immobilisme, parce que en fait tout est verrouillé de partout. Mais voilà, en fait le film est quand même très optimiste. J'espère que ceux qui le verront sentiront que j'essaie de donner envie de s'emparer de son école. L'école est à nous, donc envie de faire des choses avec ses profs, de renouer un peu d'affectif avec les enseignants et envie de faire des choses en équipe. Voilà. Donc c'est plutôt le système qui est critiqué, mais c'est pas les personnes. Voilà. Des personnes dont les émotions sont montrées, et je crois que c'est aussi une manière assez singulière de parler de l'école, et importante parce que c'est comme ça qu'on la vit. Vous vous êtes identifiée, Cécile Morzadek, à cette enseignante, et comment? Quand je dis identifiée, je parle du conflit, hein. Alors, c'est sur ce type-là de moment du film que je me suis vraiment identifiée, parce qu'en fait, j'ai vraiment un peu ressenti ces tensions qui me traversent parfois. Effectivement, cette envie de pouvoir enfin créer une école qui fasse en sorte que les élèves ne soient pas là pour s'ennuyer, pour subir les choses, dans un état de passivité qui fait que régulièrement, on a des élèves qui s'endorment en classe, et en fait, comment on réagit? Par la sanction. On va le sanctionner parce qu'il s'est endormi. En fait, au lieu de se remettre en question sur ce qu'on leur apporte. Ça, c'est quelque chose que je vis vraiment au quotidien. Et je me suis vraiment identifiée dans le fait aussi que cette enseignante, elle est vraiment à cœur d'être au plus proche de chacun de ses élèves. Mais en réalité, dans le système actuel, on a tellement d'élèves qu'on ne peut pas être dans une relation de proximité comme ça avec chacun de nos élèves. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai ressenti dans la manière dont elle accompagne chaque individu. Et c'est quelque chose, je pense, que tous les enseignants, on a envie de pouvoir faire. Mais on a comme une sorte d'impossibilité structurelle de le faire parce qu'on est débordé et qu'on a trop d'élèves. Alors après, quelque chose qui m'a vraiment interrogée, c'est que comme moi, je suis vraiment très impliquée dans les mouvements pédagogiques, j'ai l'impression que ce discours sur « il faut changer l'école », en fait, j'aurais envie de dire, c'est un peu... On peut peut-être aussi retrouver un peu notre héritage pédagogique, parce que finalement, toute cette vision de l'école, elle existe depuis un siècle. En fait, c'est toute la vision de la pédagogie active, c'est des discours en fait qu'on entend, enfin qu'on peut lire depuis plus d'un siècle. L'éducation nouvelle, Montessori,
freiner pour Voilà, c'est ça. évoquer deux noms archi connus. L'idée, en fait, qu'il faut développer l'imagination, la créativité, donner plus de liberté aux enfants, que l'école se rapproche de la vie, toutes ces choses-là, ce sont des choses, en fait, archi connues. Et en fait, c'est désespérant de voir que, en fait, malgré tout ça, l'héritage pédagogique n'est pas connu, se perd. Peu de personnes, en fait, en réalité, même dans le système éducatif, connaissent cet héritage. Et ça, c'est quelque chose qui, parfois, me désespère. Et d'un autre côté, alors moi, j'ai un petit point de vue un peu critique sur le discours sur la liberté. Alors même si je comprends bien quand là, c'est un petit peu une comédie et qu'on est dans l'idée d'aller un peu trop loin dans la liberté totale donnée aux enfants, c'est qu'en fait, ce serait tellement bien si ça fonctionnait comme ça. C'est-à-dire donner tout libre cours comme ça à l'imagination des enfants, ce serait formidable s'il suffisait d'eux. Mais en fait, il me semble que c'est plus compliqué, dans le sens où si on laisse toute liberté aux enfants, on le voit dans le film, eh bien, ce sont certains enfants qui sont déjà accompagnés par leur famille, qui vont en fait développer certaines compétences qui sont fondamentales, qui sont malgré tout des compétences très scolaires. On le voit avec le personnage d'Émilie, qui est accompagnée par une famille de médecins. Et en fait, la première séance de non-cours, j'ai envie de dire, où elle les laisse faire ce qu'ils veulent, il y a qu'elle qui prend ses exercices de maths. Voilà, elle prend des exercices de maths et les autres, ils sont sur leur téléphone. Et ça pose quand même question. C'est-à-dire qu'en fait, une pédagogie qui serait non directive serait une pédagogie qui, en fait, serait inégale, inéquitable et qui favoriserait les enfants des milieux déjà favorisés avec une culture familiale particulière et qui les accompagne au quotidien dans la découverte du monde. Voilà. Oui, mais je vais vous répondre parce que dans le film, Émilie, elle a fait ses exercices de maths parce qu'elle est forcée par ses parents. En fait, ce qu'elle veut faire, c'est de la pâtisserie. Et ses parents veulent qu'elle soit médecin. Donc elle va très mal. De plus en plus, elle développe un eczéma, enfin ça va mal. Et donc en fait, ce qui se passe dans l'histoire du film, c'est que c'est précisément plutôt des élèves qui étaient décrocheurs, qui allaient arrêter le collège, notamment Malika, qui, elle, s'empare d'un projet dont le moteur est intérieur. On ne lui a pas imposé de bosser sur ce projet, qui est un projet technique. Elle fait ça avec le prof de techno. C'est juste parce qu'en fait, ça l'intéresse, l'énergie, comment ça marche, ça l'intéresse, et à un moment, elle a une idée, et elle va au bout de son idée, et ça vient d'elle-même. Et c'est ça que, en fait, les pédagogies actives aussi mettent en avant. C'est-à-dire que, en fait, on apprend bien seulement quand on a un désir d'abord d'apprendre, que c'est lié à un sentiment, un plaisir. Donc, c'est ça que moi, que j'ai découvert en écrivant le scénario, et que j'essaie de dire dans le film, parce que, en fait, on revient à la base de comment on apprend, quoi. Et si on apprend en bachotant, on va peut-être apprendre pour passer le concours, mais un mois plus tard, on n'aura plus rien. Moi, ça m'est arrivé. J'ai fait toute ma scolarité comme ça. J'ai fait les classes prépa, maths sup, maths spé. Je suis devenu ingénieur grande école. J'ai tout oublié. J'ai tout appris par cœur pour l'examen. En fait, ça n'est pas vraiment un apprentissage. Enfin, j'ai fait marcher ma mémoire. Qu'en pensez-vous en tant qu'enseignant, Jean-Christophe Pauly? Je voudrais préciser cette question parce qu'il y a quelque chose dont on a parlé qui est une vieille question. C'est l'opposition entre pédagogie et savoir. C'est l'idée que si on fait trop de pédagogie, on passerait à côté peut-être de savoirs qui sont importants à acquérir à l'école. Et cette opposition, ça fait très longtemps qu'elle existe aussi. Alors, cette opposition est effectivement très ancienne, mais une pédagogie sans savoir n'aboutirait absolument à rien. Les deux vont forcément de pair. Donc, partant de là, l'autre problème qui apparaît au cours de cet échange, c'est plutôt la contradiction, enfin les injonctions contradictoires du système éducatif. Vous l'avez très bien dit avec le développement individuel personnel de chaque élève, qui est une ambition depuis 1985, puisque l'enfant est placé au cœur du système éducatif. Mais il y a aussi l'autre motivation profonde de l'école, qui est celle de former les élites, de former une génération qui devra prendre la suite de la société et du pays. Donc ces deux injections contraires impliquent en fait en permanence un arbitrage permanent dans toutes les classes pour repérer, valoriser, accompagner. Et à mon sens, le lien que l'on peut tisser entre l'enseignant et l'élève est une solution. Est une solution dans la mesure où le lien en fait va permettre à l'enfant de s'investir dans son travail à travers le regard du professeur. Donc ça me paraît essentiel, même si effectivement c'est pas toujours facile. Le nombre d'élèves dans les classes rend la chose excessivement difficile. Vous avez combien d'élèves dans vos classes, par exemple, au là, lycée ? En lycée, c'est des classes de 35, 36. Voilà.
Donc ça rend l'exercice difficile. François Tadei. Oui, merci. On voit que c'est des débats qui traversent l'école depuis longtemps. On pourrait même dire depuis Socrate, il y a un certain nombre de pédagogies du questionnement qui sont là. Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un monde qui est en crise, et avec des crises multiples qui sont en cascade les unes dans les autres. Et c'est très bien dit dans l'extrait qu'on vient de voir. Les jeunes ont du mal à se dire mais est-ce que ça a du sens ce qu'on fait là versus ce qui se passe en dehors des murs de l'école. Donc il y a vraiment cette question du sens qui, à mon avis, est essentielle. Ce qui est intéressant, c'est que ce que le film raconte très bien, c'est des réalités qui se produisent à la fois dans quelques endroits en France, et puis, mais dans des endroits, des fois c'est dans des pays entiers, dans des systèmes scolaires entiers qui ont basculé vers ce genre de choses. Et la Fondation Lego, par exemple, s'est interrogée sur quelle était l'école qui formait le mieux au XXIe siècle, tout en permettant cette capacité pour les jeunes à trouver du sens. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas dans le quartier latin, c'est pas même en Finlande ou en Californie, c'est en Haïti. Et je trouve que c'est très intéressant que ce soit en Haïti parce que c'est pas une question de ressources, clairement. Et en Haïti, ce qu'ils font, c'est qu'ils montent des projets qui ont du sens pour eux de 6 à 18 ans. Et à 6 ans, ils apprennent à planter une graine parce qu'ils ont compris que la déforestation, c'était un problème. À 12 ans, ils trouvent que les SMS, c'est trop cher. Ils apprennent à coder leur propre serveur de SMS. Et à 18 ans, ils trouvent que les tremblements de terre, c'est décidément un problème récurrent et que ça serait quand même beaucoup mieux d'avoir un système de détection des ondes sismiques pour comprendre ça. Et éventuellement, ils peuvent gagner des médailles d'or aux Olympiades internationales de géologie. Et donc c'est super intéressant parce que c'est vrai, et il y a des pays entiers qui se sont inspirés de ce genre de choses, donc c'est pas encore le cas d'Haïti malheureusement, mais ce que je veux dire, c'est que cette pédagogie des défis, où les jeunes, c'est pas juste une pédagogie de projet, parce que c'est pas une pédagogie où l'enseignant a choisi le projet, c'est une pédagogie où les jeunes se sont dit on a un vrai défi et on a envie de le résoudre. C'est des pédagogies qui se font ici, par exemple, avec des projets comme Bâtisseurs de possibles, les aventuriers, il y a tout un tas de choses de ce type qui peuvent exister, mais ce qui est intéressant, c'est que cette capacité à passer d'une logique de on est en compétition sur les savoirs qui sont dans le programme et qu'on n'a pas choisi, versus on passe à coopérer sur les défis d'aujourd'hui pour comprendre où on est et comment est-ce qu'on peut contribuer à être des acteurs et des auteurs du monde de demain et pas des victimes d'un système qui nous bouscule et qui ne nous permet pas de réussir pour la plupart, parce que c'est bien beau de vouloir former une élite, mais d'abord elle est hyper étroite, beaucoup plus étroite en France que partout ailleurs. Et elle crée des dégâts chez tous ceux qui ont échoué et chez une bonne partie de ceux qui ont réussi, qui ont d'abord sacrifié énormément de choses. On le voit un petit peu avec le portrait de la jeune dont tu parles. Mais c'est vrai que l'arrogance des élites qui croient mériter d'être là où ils sont alors qu'ils ont juste bénéficié généralement d'environnements familiaux et sociaux favorables fait qu'il y a une coupure dans le pays qui crée des gilets jaunes et des envies de couper des têtes. Et donc c'est évidemment pas une bonne solution. Et donc la tyrannie de la méritocratie, elle est en fait bonne pour personne, comme l'a très bien écrit un des profs d'Harvard qui sait très bien de quoi il parle, parce que la méritocratie, elle existe aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Donc je pense que passer de cette logique d'hyper-compétition sur les savoirs d'hier, qui sont toujours plus nombreux, parce que c'est bien beau les savoirs, mais il y en a 100 fois plus tous les 100 ans. Donc ça fait 1 million de fois plus par rapport aux Lumières. Donc est-ce qu'on doit passer 1 million de fois plus de temps à l'école ? Ben non, clairement. Donc il faut avoir appris à apprendre et pouvoir trouver les savoirs au moment où on en a besoin. Donc quand on est dans ces pédagogies de projets et de défis, eh ben, on apprend plein de choses sur la géologie, sur les tremblements de terre, sur les plantes ou sur le codage. Et on apprend à apprendre. Alors on va illustrer avec un nouvel extrait comment on peut utiliser des petits outils pédagogiques pour faire réfléchir les élèves, avec une question que j'ai trouvée très « et maintenant ?» dans son genre. C'est une scène inspirée de la théorie des jeux, et pour la première fois, on s'est dit avec Cécile Morzadek qu'on la comprenait. Donc bravo pour la pédagogie. Chantal, je te laisse avec le groupe, je vais voir ce qui se passe. Stop. Et oh, ça va pas là? Madame, j'essaie de les calmer, c'est à cause de la plaie, ils m'écoutent pas. Mais j'étais en train de jouer là, le mec il débranche, je dirais ma mère. Bah ouais, tu veux pas lâcher la manette, y'a ton joue. Stop, ça suffit là. Faut pas jouer chacun votre tour ou ensemble? Mais non, ça sert à rien de jouer avec lui là, il est nul, je m'en fous de Chifa moi. Je joue à autre chose. Ok, bah vous savez quoi? On va faire un jeu pour vous départager, ok? Un jeu. Ok, alors sur un des papiers est écrit squat et sur l'autre partage. Bon, je vous explique la règle. Vous choisissez un papier sans montrer à personne.
Si l'un de vous a choisi squat et l'autre partage, c'est celui qui a choisi squat qui aura la PlayStation pendant 2 heures, 120 minutes. Et l'autre n'aura rien. OK? Par contre, si tous les deux vous choisissez squat, personne n'aura la PlayStation. Zéro. Mais si vous choisissez tous les deux partage, vous aurez chacun la PlayStation pendant 30 minutes. C'est marrant. OK? Allez-y, à vous de choisir. Ah ouais, là, vraiment, on va savoir comment va-t-il se passer. Chacun peut rentrer dans le cerveau de l'autre. C'est sûr, il y aura plus d'esprit. OK. Paul, t'as choisi quoi? Bah, il a raison. Et à toi, Ariane? Oh, purée. Ils sont piqués. Non, mais c'est abusé. 0 minutes. Bah, aucun d'entre vous n'aura la PlayStation. Tout ça à cause de lui. Wesh. Faut qu'il se calme, le frérot. Madame, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut recommencer le jeu? Putain, mais il veut se racheter, lui. Bien sûr, il compte sur moi pour partager, et lui, il va dire squat. C'est là que le jeu devient intéressant, quand on rejoue. Si on devait jouer 10 fois de suite pour savoir quelle serait l'utilisation de la console pendant les 10 jours à venir, quelle serait la meilleure stratégie d'après vous? Bah, squat. À un moment donné, c'est sûr, tu ramasses. Ouais. Quand ton adversaire craquera, il finira par choisir partage. Et combien de jours d'affilée vous aurez passé sans jamais avoir la PlayStation? Ce qui compte en vrai, c'est combien de temps au total tu vas jouer dans les 10 jours qui viennent, non? Eh bien, il y a un mathématicien qui a étudié ça. Il a testé plein de stratégies en faisant jouer des machines les unes contre les autres. Et la meilleure stratégie, c'est la stratégie donnant-donnant. Tu commences toujours par partage. Si l'autre a choisi squat, au prochain tour, on joue squat. Si l'autre a choisi partage, au prochain tour, on joue partage, et ainsi de suite. Bah, c'est sûr, faut pas être naïf après tout. Hein. Si l'autre en face, il veut te niquer, bah, tu fais pareil. Oui, mais bon, après, il faut pas non plus être rancunier. Il faut vite recommencer à partager. Hein. Et c'est pas de la morale, hein. C'est des maths. C'est de la théorie des jeux. Mais du coup, qui peut jouer à la play maintenant? Mais t'es bouché ou quoi? Vous partagez. Bravo. J'en profite pour remercier Pauline Chanu qui a largement organisé ce moment et qui a choisi ces excellents extraits. Est-ce que ça pourrait être une image, squat ou partage, des choix qu'on devrait faire plus généralement pour l'école, par exemple? Et pour la planète. Et pour la planète? Est-ce que vous avez envie oui, de je pense développer? que c'est une question évidemment qui concerne beaucoup de sphères. Donc là, il s'agit de la PlayStation, mais il peut s'agir effectivement des réserves naturelles de la planète. Est-ce qu'on les squatte ou est-ce qu'on les partage? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que en fait, mathématiquement, donc ça a été testé avec plein de machines, et donc ce n'est pas une question de morale. C'est une question d'efficacité mathématique. Donc bon, voilà, c'était un peu. En fait, ce qu'on voit aussi dans ce passage, c'est que par le jeu, on apprend énormément de choses, et en fait, là encore, c'est un enseignement qu'on connaît depuis longtemps, très longtemps, que le jeu en fait permet d'apprendre en s'amusant, et donc d'apprendre beaucoup plus facilement et durablement, plutôt que de faire un cours magistral. François Tadei. D'abord, bravo, parce qu'effectivement, faire passer des concepts de ce genre dans un film pendant que ça soit drôle et que personne ne se rende compte qu'en fait on apprend des choses de ce type, je trouve que c'est chapeau vraiment à Alexandre et à toute l'équipe du film, parce qu'on voit que les mômes, ils jouent pour de vrai. Et donc c'est fascinant pour avoir fait ce genre de choses. Je sais effectivement que ça marche pour de vrai, que c'est pas juste une histoire. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que les bactéries, elles font le même type de jeu. Et donc dans l'évolution, c'est vrai à tous les niveaux d'organisation du vivant, à l'intérieur des cellules jusqu'à la gestion des écosystèmes et des ressources naturelles. Et effectivement, il y a ce qu'on appelle la tragédie des communs. Là, ce qui est commun, c'est la PlayStation. Et si on ne sait pas bien les gérer, on va tout perdre. Et c'est vrai aussi pour le climat, c'est vrai aussi pour la biodiversité et l'ensemble des ressources naturelles. Et ce qu'on est en train de vivre, c'est une tragédie globale. Donc faire passer ce message-là, si tous les décideurs de la planète ou tous les futurs décideurs qui sont plus jeunes étaient capables de le comprendre, peut-être que ça nous sortirait de la crise dans laquelle on est. Donc je pense que c'est absolument vital de faire passer ce genre de choses. Et effectivement, c'est pas dans les programmes ou alors seulement à des niveaux super avancés. Mais pourtant, on voit bien qu'on peut faire passer des choses qui sont juste essentielles pour le vivre ensemble. Et le vivre ensemble à toutes les échelles. De l'échelle de j'apprends à jouer. Et je peux vous dire, moi j'ai fait la même chose avec mes mômes, ils se battaient pour leur propre jouet. Il y a un jouet qui a fini dans la poubelle une fois. Et je peux vous dire, ils ont à partir de là, ils ont systématiquement coopéré. Ça marche très bien. Le jour où ils se sont disputés pour moi, c'était un poil plus compliqué parce que je me suis demandé s'il fallait que je rentre dans la poubelle ou pas. Mais donc ils savent évidemment vous pousser dans vos limites. On veut le film. Alors,
Je vais vous faire réagir à cette idée, mais avant, on va regarder un autre extrait qui va beaucoup vous intéresser en tant qu'enseignant. Il concerne l'évaluation et je voulais absolument qu'on le passe. Alors, il paraît que tu mets 19 à toute ta classe. Ah, c'est pas mal comme méthode, hein, ça, pour te la mettre dans la poche. J'essaie des choses. Je savais pas que je vais faire valider ma pédagogie par tout le monde. Oh là, non, mais pardon, excuse-moi, je voulais pas te vexer. Désolé, hein. Non, mais tu fais ce que tu veux avec tes élèves, évidemment. Tu sais, on a tous fait des trucs comme ça, hein. Des bancs en classe, projection, groupe de travail. Après, mon avis, moi, c'est que ça finit toujours au bordel. On fait toujours plus de discipline que de cours. Bah, peut-être parce que ça les ennuie. Peut-être parce que c'est toi aussi, Thierry, non? Ouais, enfin, moi, je pense que de toute façon, les notes, ça sert à en rassurer 2-3 et puis à convaincre les autres qui valent rien. Ah bah ça, je suis complètement d'accord. Les notes, ça sert surtout à classer les établissements, à faire du business. Moi, ça fait des années que je le dis, une bonne évaluation de temps en temps, c'est largement suffisant. Ce qui compte, c'est la correction, c'est pas la note. Les notes, ça les bloque. Ouais, avec son surtout pas ces pauvres petits avec des mauvaises notes. Hein. Comme ça, l'État peut fièrement annoncer 90% de réussite au bac avec un niveau national, aura des pâquerettes. Les gosses, ils savent d'abord plus écrire une phrase complète, mais c'est pas grave. Supprimons les programmes. Bah oui, pourquoi pas. Bah ouais, pourquoi pas. Pourquoi on n'établirait pas des programmes sur 2 ou 3 ans, plutôt que d'être toujours à être taquet, là? Les élèves sont sous pression, on n'a absolument pas le temps de les écouter. Ah, mais tu sais, le droit à l'expérimentation pédagogique, ça existe, hein. Je vais te dire, c'est même un très beau paravent pour supprimer des postes. Les gamins sortis de Montessori, ils n'ont aucune connaissance en rien, mis à part peut-être la peinture ou la pâte à sel. Alors, je vais dire, pour préparer les grandes écoles... Bon, bah ça y est, hein, l'Académie a lâché le morceau. Il nous baisse la DHG de 12 heures. Voilà, bah voilà. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire supprimer une classe, ça. Ils le font exprès, je le sais. Bah, Charles Péguy, ils ont déjà annoncé un mouvement. Hein. Bon, on peut plus laisser passer, là, faut être solidaire, sinon on est foutu. Allez, qui est pour la grève? Sarah? Allez! Voilà, bon, bah je vais demander une heure de vie syndicale à Laverne. Tu vas voir. Voilà, la DHG, c'est la dotation horaire globale. C'est important d'avoir du temps en classe. C'est important aussi de travailler de manière collaborative. On en a parlé, coopérer. Mais si on doit mettre des notes, comment on fait, Cécile Morzadek? Alors, du coup, c'est vrai que si on fait le point commun, enfin, si on parle des deux extraits qu'on vient de voir, c'est vrai que si on veut installer un climat de coopération dans une classe, déjà, on va partir du principe que c'est pas forcément naturel pour les enfants de coopérer dans le milieu dans lequel dans la société dans laquelle on vit. Donc, peut-être qu'il faut passer par des petits jeux, comme on l'a vu tout à l'heure, pour installer une ambiance de coopération, une atmosphère de coopération dans notre classe. Puis ensuite, effectivement, on va pouvoir se demander comment on fait en sorte que l'évaluation ne brise pas toutes nos velléités de faire coopérer les élèves. Parce que si d'un côté, on essaie d'installer de la coopération, puis de l'autre côté, on a des notes qui vont instaurer une forme de hiérarchie entre les élèves, effectivement, finalement, il y a une incohérence totale. Et puis au lycée, il y a le bac. J'en profite pour dire aux élèves, si vous avez des questions, c'est maintenant ou jamais. Donc levez très haut la main que je vous vois si vous voulez dire quelque chose. Avec le bac, de toute façon, vous êtes obligé de noter tout le temps. Contrôle continu en première. Terminale. Oui, le contrôle continu fait que finalement, là où avant on pouvait avoir peut-être des pratiques d'évaluation un petit peu différentes, on est maintenant contraint d'évaluer tout le temps et selon quelque chose de très normé, puisqu'en fait, dans chaque établissement scolaire, on nous a demandé d'expliquer en fait clairement quelles étaient nos pratiques évaluatives communes à toutes les disciplines. Et donc, on est un peu piégé maintenant par cette évaluation en continu. Jean-Christophe Pauly, sur votre politique de notes et vos idées sur la question. Alors, effectivement, depuis la réforme du lycée, même avant, avec la mise en place de Parcoursup, l'obligation de noter systématiquement n'est même plus simplement une obligation pour le bac, c'est même au-delà, c'est l'avenir dans le supérieur pour les élèves. Et leurs notes sont prises en compte pour l'accès dans le supérieur. Donc, à partir de ce moment-là, les notes revêtent une importance absolument capitale. Et surnoter n'est pas leur rendre service, puisque l'algorithme qui gère Parcoursup va repérer par rapport en moyennant, en fait, avec un écart type, il repère, il voit par rapport à la classe. Donc, surnoter n'est pas une bonne solution. Noter trop sèchement les plombe également. Donc, c'est vraiment extrêmement difficile à trouver le juste milieu. Mais les élèves et les enseignants se trouvent dans cette situation en raison de l'algorithme. En fait, les grandes écoles passent toutes, elles ont presque toutes basculé sur ce système de plateforme, de tri.
Et maintenant, François Tadei, qu'est-ce qu'on fait avec ce monde de chiffres, d'algorithmes, comment on fait pour réinventer l'école alors? Donc on voit bien qu'en fait le système est très bien structuré pour être hyper compétitif du plus jeune âge jusqu'à la fin des études et pareil dans le monde de l'entreprise. Et cette hyper compétition, elle marche très bien pour surexploiter les ressources de la planète et nous envoyer dans le mur. Donc on voit bien que le système est juste super cohérent pour que la tragédie des communs qu'on voit bien dans cet extrait qu'on a vu soit présente. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant, effectivement, et maintenant. Et je pense qu'il y a besoin d'une vraie réflexion et de se demander en fait est-ce que c'est ce qui a le plus de sens déjà pour les apprentissages, mais aussi vis-à-vis de notre avenir à tous et de celui de la planète. Et ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, il y a des alternatives qui existent. Je voudrais juste dire un truc aux jeunes qui sont dans la salle, parce que tu leur as donné la parole, mais ils n'ont pas encore levé la main, et juste pour vous provoquer un tout petit peu. En France, on est timide. Voilà, on est timide. D'abord, le pic de questionnement, c'est à 4 ans. Après, ça diminue parce que le système éducatif ne l'encourage pas. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que je vous encourage à voir le film parce qu'il y a eu des très beaux extraits qui ont été choisis par des adultes pour des adultes, mais en fait, la plupart du film, on voit des jeunes qui font des trucs super bien et super intéressants. Donc ça, c'était un deuxième truc. Et un des gros problèmes du système éducatif, c'est que c'est les adultes qui choisissent les choses pour les jeunes. Et c'est même le cas des droits des enfants. Les droits des enfants sont écrits par les adultes pour les enfants. D'accord ? C'est comme quand les droits des femmes sont écrits par les hommes, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne leur correspond pas toujours. Donc on voit bien que quand on n'invite pas les premiers concernés à avoir la parole, ça provoque un problème. Ce qui est intéressant, c'est que je reviens des Nations Unies à New York, où on était pour l'Assemblée Générale. Pour la première fois, il y a eu un sommet consacré à la transformation de l'éducation. Et pour la première fois, il y a eu une déclaration des jeunes, 500 000 jeunes à travers la planète ont contribué à écrire cette déclaration de qu'est-ce qu'ils veulent. Eh bien, ils veulent être entendus pour transformer le système. Donc déjà, je pense que vous donner la parole, c'est essentiel aujourd'hui et beaucoup plus généralement dans la transformation du système. Et non seulement la transformation du système éducatif, mais la transformation de l'intégralité du système. Et donc on a vraiment besoin de co-construire cette transformation avec vous, ce qui suppose d'être capable de dialoguer et de vous écouter et de vous inviter à coopérer entre vous et entre générations pour être capable d'inventer quelque chose qui ne soit pas la trajectoire qui nous amène tous dans le mur. Et vous y avez évidemment plus intérêt que d'autres. Parce que ceux qui seront morts avant qu'on arrive dans le mur, ils disent oh, après moi le déluge, ou après moi la canicule. Mais on voit bien qu'il y a absolument besoin de changer de trajectoire, et ça suppose de prendre le temps, de s'en parler, et de vous écouter, et de vous aider à dépasser, je ne sais pas qui souffre d'éco-anxiété dans la salle, d'anxiété par rapport au changement climatique et à l'avenir, mais c'est toujours plus de jeunes en moyenne. Et donc, comment est-ce qu'on fait ? Ce que je peux vous dire, c'est que ce qui a été montré, c'est que ce n'est pas nier ces réalités qui vous aident, évidemment. Ce n'est pas vous dire que ce n'est pas grave, parce que vous savez très bien que ce n'est pas forcément vrai. Mais ce qui marche, par contre, c'est de vous inviter à monter des projets coopératifs pour avoir un impact qui commence à votre niveau et puis à vous mettre en réseau avec d'autres pour que plein de petites gouttes d'eau contribuent aux rivières du changement. Et donc ce genre de choses, c'est possible, mais ça aussi, ça se co-construit et ça suppose qu'on sorte de ces logiques d'hypercompétition qui, encore une fois, ont été très bien structurées depuis la révolution industrielle pour à la fois faire de vous des rouages dans les grosses machines et en même temps faire qu'on surexploite la planète et qu'on ait tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Donc il faut absolument qu'on change de logiciel. Et donc que ce soit le logiciel d'évaluation, le logiciel dont tu nous parlais, mais en plus il y a 1001 manières de réussir et c'est ce que ce film représente super bien. Si vous demandez à tout le monde de courir le 100 mètres alors qu'on n'a pas tous la même taille de chaussures et pourtant on a tous les mêmes chaussures, ça va pas marcher. Et alors qu'il y a 1001 manières de réussir, et ça c'est encore une fois hyper bien illustré par le film. Donc encore une fois, allez voir ce film et réfléchissez à ce que vous voudriez changer si l'école était à vous. J'ajoute que le casting des élèves est super, mais c'est vraiment formidable de voir des enfants qui ressemblent à ceux qu'on rencontre, pas les miens, hein, ceux que je rencontre dans divers ateliers ou quand je me rends dans des établissements Cécile Morzadec. Alors oui, du coup, je prends la question rapidement parce qu'on va devoir passer à la séquence suivante. Voilà, Aigui vous donne un micro, merci. Bonjour, je viens de Chine, je suis une chinoise, ça m'a beaucoup inspirée parce que l'éducation en Chine est aussi un grand problème. Comme nous sommes vraiment nombreux, je voudrais demander si on évalue les étudiants pas seulement par les notes, mais quel est votre système d'éducation idéal
pour vraiment évaluer bien les capacités des étudiants. Par exemple, je suis vraiment pas douée en maths, mais ça prend une grosse partie en Chine. Hein. Du coup, ça a baissé beaucoup mes France notes. aussi. Je propose que Cécile Morzadek réponde et après on doit laisser la place parce qu'on est hyper discipliné avec le temps. Alors, juste une seconde, François. Une demi-seconde. Comment est-ce que vous évaluez un film? C'est parce que vous l'avez aimé. Et un film, c'est toute une équipe qui a contribué à le faire. Donc c'est une manière d'évaluer qui évalue sur ce qui a été fait via des portfolios et via la contribution de chacun à des projets complexes. Oui, c'est vrai qu'évaluer, normalement, ça veut juste dire donner de la valeur à quelque chose. Donc, dire qu'on a aimé, dire ce qu'on a apprécié, etc., c'est déjà une manière d'évaluer. Il y a plein d'autres façons d'évaluer, effectivement. Il y a des portfolios, il y a évaluer par compétences. Par exemple, moi, je suis prof d'espagnol et en langue, en fait, on a un cadre commun des langues qui est au niveau européen et qui peut permettre de dire aux personnes quel est le niveau qu'elles peuvent avoir dans une langue vivante, par exemple. Et c'est une manière d'évaluer qui me semble intéressante puisque, en fait, on s'évalue par rapport à un cadre qui existe pour tout le monde et on ne s'évalue pas par rapport aux autres. En fait, le problème, souvent, c'est qu'on s'évalue par des notes et des moyennes et on essaie de se comparer aux voisins, même quand le prof rend la copie, on est tout le temps dans la comparaison. Mais si on se compare à un système qui serait un cadre qui serait commun, comme par exemple le cadre commun des langues, et qu'en fait, on voit ce qu'il nous reste à faire pour progresser, à ce moment-là, on est dans une évaluation qui est intéressante, puisque c'est une évaluation qui nous permet de progresser pour nous-mêmes. Voilà. Merci beaucoup. Je suis obligée de tenir les temps. On va garder votre question pour la séquence d'après, gardez-la en tête. Et on va devoir, oui, parce qu'on est, je l'ai dit, très discipliné, oui. Passer au moment qui suit. On va continuer à parler d'éducation, de recherche. C'est un peu, quand je viens ici, le signe qu'en effet, il faut passer à la séquence suivante. Merci. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci à vous, merci. On prolongera cette conversation.